Bonjour à tous. Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, permettez-moi de me présenter. Je suis Gauthier Durieux de Madron. Je suis auteur de romans fantastiques, spécialiste en mythologie du monde entier, vidéaste et vulgarisateur sur les réseaux sociaux en histoire et en mythologie, designer narratif dans le milieu du jeu vidéo, bref, je fais plein de trucs. Et justement, cette fois-ci, c'est en ma qualité d'auteur que je viens vous parler en ce jour sur cette magnifique scène Rubellus. Et je remercie encore le Festival Yggdrasil pour l'organisation de cet événement en général et des conférences qui me permettent de vous parler pendant 45 minutes sans que vous ayez le droit de m'interrompre. Non, je déconne, vous aurez le droit de poser des questions à la fin. Bref, il y a quand même une chose que une évidence, je suis un spécialiste de l'enfonçage de portes ouvertes. Si vous êtes là, vous tous ici présents, et tous les gens qui se baladent un peu partout, c'est principalement, et là je pense que je prends pas trop de risques en vous le disant, parce que vous aimez les genres de l'imaginaire. Je me trompe? Qui s'est perdu, qui a vu de la lumière, il est rentré, et il peut pas ressortir parce qu'il y a trop de monde? Non, ça va, personne? Bien. Donc déjà, je suis devant le bon public. Dans deux halls à côté, il y a un salon de la moto. Je pense que si on avait inversé, ça aurait été très drôle. On aime tous les mondes de l'imaginaire. Moi, le premier, j'en ai fait mon métier. On aime tous rêver. On aime tous s'évader, parcourir des contrées absolument incroyables, voler sur le dos de dragons, arpenter des planètes qui n'ont encore jamais vu un être humain fouler leur terre, explorer et apprendre des sorts et de magie antiques et complexes. Mais pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi, alors qu'on a notre monde à nous, se faire chier à aller dans des mondes différents? Et surtout certains où c'est sacrément la merde. Coucou les fans de Warhammer 40 000. Pourquoi ça? C'est vrai, ça c'est une vraie question. Pourquoi a-t-on besoin de rêver et de s'émerveiller? Eh bien, c'est la grande question à laquelle je voulais vous poser et à laquelle je voulais apporter ma réponse. Parce que bien sûr, dès lors qu'on touche aux émotions, aux sentiments, il y a une grosse part de personnel. Donc, je veux apporter ma piste de réflexion. Mais on va quand même essayer de la structurer un petit peu, cette réflexion. Donc d'abord, j'aimerais qu'on définisse un petit peu de quoi on parle. Parce que c'est vrai, genre de l'imaginaire, l'imagination, c'est extrêmement vaste. C'est même infini, c'est ça le principe. Donc de quoi on parle? Ça va être la première chose qu'on va faire. Là, ça va être la partie leçon un peu théorique, le cours magistral. Vous pourrez prendre des notes, il y aura une interro à la fin, vous aurez 4 heures. Ensuite, j'aimerais poser la question, c'est pourquoi? Pourquoi on invente des mondes? Qu'est-ce qui motive des espèces d'hurluberlus dans leur grotte? Oui, je suis auteur, je vis dans une grotte. Je ne sors pas à la lumière du jour, sauf pour les festivals. Qu'est-ce qui motive des gens venant de tous les horizons à s'enfermer pendant des mois pour pondre un bouquin? Pourquoi? Mais surtout, on va aussi voir deux choses qui sont très importantes et qui font partie de la réponse à toutes ces questions, à savoir déjà ce que représente l'imaginaire pour les hommes et pour l'humanité en elle-même. Et enfin, et ça c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est de l'importance, de la nécessité même, je dirais, de rêver grand. Parce que c'est à ça aussi que ça sert l'imaginaire, à rêver et pourquoi on rêve. Mais bon, d'abord, définissons un petit peu de quoi on parle. Les genres de l'imaginaire. Alors, les genres de l'imaginaire, on résume en 3 grandes catégories qui vont avoir plein de sous-catégories. On va avoir le fantastique, la fantasy et la science-fiction. Alors,
On est entre gens intelligents et de bonne foi. On pourra s'arrêter après pour pinailler pendant des heures, comme quoi, oui, mais voilà, il y a la science fantasy qui existe, et le steampunk, et il y a ça. Ok, il y a des dizaines de sous-genres dans chacun. On va rester sur les bases. Donc justement, en premier, moi, celui que je préfère, là c'est purement du goût personnel, c'est le fantastique. Alors le fantastique, qu'est-ce que c'est à la base? Déjà, il faut savoir que la définition du fantastique a évolué avec le temps, pour donner deux branches principales. Alors, la définition première du fantastique, c'était partir d'un concept réaliste, d'un postulat de base qui était réaliste, notre monde, et évoluer vers le surnaturel tout en laissant le doute. À la fin des premières nouvelles ou des premiers romans fantastiques, le personnage principal et le lecteur se demandaient toujours: est-ce que ce que j'ai vécu est réel ou est-ce que j'ai tout inventé? Alors, avec le temps, le fantastique a donc évolué pour devenir vraiment cette situation réaliste où on évolue vers le surnaturel, et là où le surnaturel est assumé. C'est ce que je fais principalement dans mes bouquins. On part du réalisme et après, je balance du surnaturel à la truelle. Harry Potter aussi, c'est l'exemple parfait. Harry Potter, il commence, la magie pour lui ça n'existe pas, rien de tel qu'un bon Nokia 3310, mais il va évoluer vers un monde surnaturel qui n'est pas connu du grand public. Alors, j'ai mis comme illustration l'un des piliers du genre fantastique, Dracula. Dracula, le monstre. Les monstres sont une des grosses bases du genre fantastique parce que ce sont des choses qui sont généralement dissimulées, dont le commun des mortels ignore l'existence, et qui, si je rêvais devant vous, en dehors, en vous disant « j'ai vu un mec se transformer en loup », la première chose que vous feriez si vous étiez sain d'esprit, ce serait de contacter les hospices. Alors, le fantastique connaît nombre de grands auteurs qui ont à la fois posé les bases et au fur et à mesure du temps peaufiné le genre. Oui, je mets aussi des noms de gens que j'aime pas. Je varie les trucs, je mets pas que mes références. Mais parmi les trois grands premiers, on a déjà étonnamment un français, avec Guy de Maupassant, et encore là on est vraiment dans les bases du fantastique. Dans le hors-là, on va pas voir de magie, on va pas voir de sortilèges qui se lancent dans les rues de Paris, mais on va vraiment jouer sur ce doute. Edgar Allan Poe, lui déjà, qui était pourtant un des pionniers du genre, mettait vraiment le trouble entre cette frontière, entre l'étrange et le fantastique. Ernest Hoffman, lui aussi, a beaucoup travaillé là-dessus, et avec le temps, on a eu même les sous-genres du fantastique qui ont commencé à apparaître. Je citais Dracula de Bram Stoker juste avant. Là, par exemple, c'est un des premiers sous-genres avec l'horreur gothique, les grands monstres, que ce soit la créature de Frankenstein, le vampire, le loup-garou, la momie, l'homme invisible, bref, ces grands monstres qui ont façonné un petit peu la culture populaire et qui ont posé des bases du genre. Mais justement, aujourd'hui encore, le fantastique continue de fasciner, de se développer. J'ai mis Stephen King parce que c'est un petit peu l'un des cadors du truc, et aussi un mec qui a une production littéraire absolument abominable. Il est capable de pondre un bouquin toutes les 6 semaines. C'est une machine de guerre. Et Stephanie Meyer et la saga Twilight, qu'on aime ou pas, ce que je fais, je n'aime pas, mais c'est vraiment un truc à populariser le genre du fantastique. Avant ça, avec Harry Potter et Twilight, le fantastique est devenu assez fréquent, mais sinon c'était vraiment du public de genre, par rapport à la fantasy ou à la science-fiction. Donc on voit vraiment une évolution d'un sous-genre des mondes de l'imaginaire assez de niche, presque un peu intellectuel, qui a fini par devenir vraiment populaire. C'était Zvedan Todorov, prononciation non garantie, qui disait ceci: le fantastique existe tant que dure l'hésitation entre le naturel et le surnaturel. Aujourd'hui, cette frontière, et ça c'était vraiment à la base du fantastique, cette frontière aujourd'hui elle existe moins, vu que maintenant on plonge vers le surnaturel, mais je pense que ça résume extrêmement bien comment l'existence du fantastique, le genre fantastique est apparu. Alors ensuite, on va avoir celui qui, je pense,
fascine nombre d'entre vous quand même. De toute façon, avec les deux, j'avais raison. Je pouvais me bourrer de slides, j'avais raison quand même. La science-fiction. Alors la science-fiction, qui est l'un des plus anciens de ces genres, elle, c'était vraiment la question de répondre à... pardon, mon cerveau s'est embrouillé. L'objectif, c'était vraiment de répondre à la question de « et après ? Et si ? Qu'est-ce qui va se passer quand ?» L'idée, c'est de projeter vraiment dans le futur, par le récit, les interrogations, les peurs, mais aussi les espoirs et les attentes du futur de l'humanité. Développer les conséquences d'une idée. Alors aujourd'hui, on projette vraiment encore plus loin et on n'est même plus forcément sur les conséquences, mais principalement sur les craintes d'une idée. Il suffit de voir le nombre de bouquins qui sortent sur les intelligences artificielles, sur les dystopies, sur les systèmes totalitaires. Bref, on projette nos craintes via la science-fiction. Ou alors on met en avant un problème en l'exagérant et en disant « Eh, pourrait se passer ça si jamais on ne fait pas attention ». Donc la science-fiction, c'est vraiment regarder le futur et se dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui peut merder. Bien sûr, il y a de nombreux auteurs qui ont évidemment popularisé le genre. Alors, je remets Frankenstein ici, la créature de Frankenstein, parce que celle-ci, on est à la fois dans le mélange du fantastique et de la science-fiction. Vu que c'est par la science qu'on va faire quelque chose qui sort du naturel, du réaliste. Mais le pionnier, l'homme qui a défini le genre, Cocorico, ça reste notre cher Jules Verne. Et oui, Jules Verne, c'est la fin du 19e siècle. Jules Verne, c'est l'homme qui, un siècle avant qu'on envisage l'idée de, s'est dit, tiens, et si on allait sur la Lune ? Tiens, et si on voyageait sous l'eau ? Et si la Terre était creuse ? Et qui donc s'est dit, et si on faisait le tour du monde en 80 jours seulement ? Aujourd'hui, on le fait en 80 heures, en prenant des pauses. Donc c'est vraiment se poser des questions, c'est être précurseur dans la vision qu'on a. H.G. Wells, lui, a vraiment aussi joué sur le côté terrifiant de la science-fiction avec la machine à voyager dans le temps, montrant ce que l'humanité pourrait devenir dans des centaines de milliers d'années. Avec un aspect vraiment terrifiant entre ceux de la surface qui sont ignorants et ceux des profondeurs qui ressemblent à des gobelins tuméfiés. Je vous ai dit, c'est terrifiant. Isaac Asimov, lui, va poser des lois, va mettre en place des cadres pour montrer ce qui pourrait se passer encore une fois et comment réguler les éventuels problèmes. Vous avez tous déjà entendu parler des 3 grandes lois de la robotique. S'il y en a qui n'ont pas entendu parler, vous pouvez le dire et on pourra répondre en question. Alors, tiens, 3 grandes lois de la robotique. Règle numéro 1, un robot ne peut jamais faire de mal à un humain. Règle numéro 2, un robot ne peut jamais contrevenir à un ordre d'un être humain. Règle numéro 3, un robot ne peut pas attenter à sa vie ou attenter à la vie d'un autre être humain, même si cela rentre en contradiction avec les lois numéro 1 et 2. Je paraphrase. Margaret Atwood, avec la Servante écarlate, a, elle, vraiment mis en avant un exemple de dystopie, donc les exemples où le monde part en vrille, pour rester poli, parce que la dystopie, c'est devenu le contraire de l'utopie. L'utopie, c'était un genre qui existait déjà avant, où on présentait un cadre parfait, un monde parfait. La dystopie, c'est justement de présenter un cadre absolument horrible. Et il y a même eu l'émergence de la contre-utopie avec un cadre soi-disant parfait, mais qui cache en fait beaucoup d'horreurs, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et enfin, je voulais en profiter pour lui rendre un petit hommage, vu qu'il nous a quittés en décembre dernier, Pierre Bordage, qui lui était un des cadors, un des maîtres de la science-fiction française, et qui surtout avait cette vocation de mettre l'humanisme au cœur de la science-fiction. La science-fiction, c'est les machines, c'est les robots, c'est les vaisseaux spatiaux. Ben lui, il ramenait au cœur de tout ça l'humain. Et ça, c'était vraiment prendre l'inverse de la chose, c'était mettre en avant ce qu'on voudrait voir revenir. Parce que la science-fiction, ça sert aussi à ça. On peut dénoncer ce qui va pas bien, oui, on peut toujours râler. Mais on peut aussi commencer à proposer des solutions. La science-fiction, comme le disait Isaac Asimov, c'est la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Qu'est-ce qui peut mal se passer si on investit trop dans ChatGPT, par exemple? Mais typiquement, les dérives du transhumanisme,
la conquête spatiale débridée, la surexploitation des ressources. Bon là je dis tout ça pour vous faire peur, mais il y a des trucs aussi qui sont joyeux. Un genre que j'aime beaucoup dans la science-fiction, qui est tout récent, c'est le solarpunk. Contrairement au steampunk où on exploite la technologie de la vapeur à 100%, le solarpunk c'est aussi proposer des idées, des futurs où en fait, à force de réfléchir intelligemment, on propose des solutions pour s'en sortir. Bref, la science-fiction, c'est explorer par la technologie, par le futur, les possibilités qui pourraient arriver au genre humain. Et enfin, l'autre grand genre, la fantasy. Ça, celui-là, c'est vraiment la plus pure évasion, vu que là, on s'affranchit complètement des contraintes de notre monde pour plonger dans un autre. Alors la fantasy, à la base, ça vient du mythe. Et oui, ouais, pour ceux qui étaient là hier, j'y reviens toujours, la mythologie. Toutes les histoires, alors principalement de fantasy, mais honnêtement en science-fiction et en fantastique, toutes les histoires que vous allez bouffer viennent de près ou de loin de la mythologie. Alors des fois c'est tellement éloigné qu'on verra absolument pas le rapport. Mais un peu comme dans l'évolution, comme si je vous rappelais qu'à la base j'étais une bactérie. On voit pas le rapport, mais pourtant c'est vrai. À la base, les romans, les histoires viennent des mythes. Et cette notion de mythe et d'épopée est très importante parce que déjà elle marque la fantaisie. Il suffit de voir, le terme de saga vient des épopées scandinaves qu'on racontait, qui parlaient des dieux et des héros. Aujourd'hui, tous les auteurs qui sont présents, et je peux mettre ma main à couper, vont vous dire « j'ai une saga ». L'épopée aussi était utilisée chez les Grecs, pour parler, pareil, d'une aventure de dieux et de héros. Bon, il y en a beaucoup moins qui vont utiliser le terme épopée, et pourtant il est très classe. L'idée, c'était de revisiter les mythes avec la fantaisie, de se présenter en fait en gardien de la mémoire, de transmettre quelque chose par une histoire dans un contexte lointain et passé. Bon, aujourd'hui, la fantaisie a un peu évolué, c'est vraiment l'idée de l'évasion, de quitter notre monde pour souffler un petit peu, sauter le poids de nos épaules et partir jeter un anneau dans un volcan. Pour reprendre un exemple particulièrement connu. Comme le disait, alors, on a de très très grands noms dans la fantasy. Tolkien, lui, c'est presque lui qui a posé les bases. Même si les trois premiers que vous voyez là sont les trois pères fondateurs, j'ai envie de dire. Tolkien, c'est lui qui a popularisé l'heroic fantasy telle qu'on la connaît. Lewis, lui, avec le monde de Narnia, il a aussi popularisé le merveilleux, la fantasy, mais il y avait une vraie dimension chrétienne dans son œuvre, il était très chrétien, et il y avait une dimension de transmettre à nouveau, de refaire passer ces messages pour se présenter en gardien. La fantaisie se montrait comme un nouveau moyen de redécouvrir tout ça. Rob Howard, lui, avec Conan le Barbare, que vous connaissez aussi, a popularisé le deuxième sous-genre de la fantasy, la sword and sorcery, qui, elle, agissait un petit peu comme la science-fiction, comme un moyen de critiquer un peu la société. C'était le barbare qui vient de ces terres lointaines et sauvages, qui débarquait dans des milieux dits civilisés et qui exposait leurs problèmes par la contradiction, par le décalage. Parce que c'était un barbare, il était censé être moins évolué, et pourtant il présentait les failles dans l'évolution, les comportements plus barbares que le sien. Alors Robin Hood, elle, avec l'Assassin Royal, avec toutes les œuvres qu'elle a pondues en 15 volumes minimum, elle a vraiment, à mon sens, défini ce qu'on appelle une épopée. Avec Robin Hood, vous partez, vous vous engagez pour 20 ans, et vous vous en redemandez à la fin. George Martin, lui, c'est le boucher. Pour moi, c'est celui qui a le mieux expliqué la mort. C'est celui qui exploite le mieux la mort dans ses œuvres. Il tue ses personnages au bon moment et pour les bonnes raisons. Oui, ça fait mal, mais c'est bien fait. Et surtout, il fait partie de ceux qui ont popularisé l'un des autres sous-genres de la fantasy, ce qu'on appelle le grim dark en anglais, que j'aime pas comme nom, mais la dark fantasy, celle qui va justement s'ancrer sur beaucoup moins d'héroïsme, beaucoup moins de merveilleux, beaucoup plus de réalisme. Et enfin, parce qu'il fallait bien un Français dans l'eau, Pierre Grimbert, qui lui aussi aura été l'un des piliers de la fantaisie française,
Donc un moyen aussi de montrer que en France, on peut faire des grandes épopées, des belles sagas. C'est pas un truc qui est réservé aux anglo-saxons. Tolkien le disait, la fantasy, c'est l'art de créer un monde crédible où le merveilleux est vrai, où on a de la magie, où on a des étoiles dans les yeux du début à la fin. Alors, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on invente tous ces mots? C'est vrai, il n'est pas bien le nôtre. Alors sérieusement, petite question rhétorique un peu comme ça. Le nôtre, il n'est pas bien. On n'est pas bien là. Crise économique, guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je vais pas le dire ça parce que je veux pas et être démonétisé sur YouTube et me prendre... je vais très bien dans ma vie, je suis très heureux. Aucune raison de mettre fin à mes jours. Bref. Mais pourtant, la fantaisie, c'est pas mieux. C'est vrai, ça. La Terre du Milieu, il y a Sauron qui se ramène, sachant qu'il y a eu Morgoth 2000 ans avant. Donc on remet la même merde qui recommence. Game of Thrones, j'en parle même pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Robin Hood, c'est pareil, l'assassin royal, c'est pas la joie non plus. Nos mondes de Narnia menacent de se faire détruire tous les 4 matins. Mais pourquoi on va dans ces mondes-là? C'est vrai, ça. Là, pour l'instant, je donne pas d'éléments de réponse. Il n'y a pas de raison de se dire, tiens, je vais aller me faire une balade en Terre du Milieu. Il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de voiture, pas de GPS, vous êtes paumé au premier chemin, et il y a des loups qui vous bouffent. Non, il y a une raison beaucoup plus profonde à ça. Même plusieurs, en fait. Déjà, on en revient aux mythes. Les mythes, à la base, ça remplissait plusieurs fonctions. En tant qu'outil de cohésion sociale, le mythe avait ce pouvoir d'unifier, de rassembler. On partageait des mythes communs. Et même aujourd'hui encore, on en partage. Oui, à l'époque, il faut s'imaginer les Grecs se rassembler autour d'Homère pour écouter l'épisode 125 de l'Iliade. Année 5 du siège, jour 10. On veut savoir comment Achille va bouder cette fois-ci. Nous, on se rassemble toutes les semaines. Enfin, c'était il y a quelques années, mais on se rassemblait toutes les semaines pour savoir, allez, qui meurt dans Game of Thrones? C'était pareil. Et on était unis par rapport à ça, on en parlait. Fallait voir ceux qui évitaient les spoilers comme des balles, et ceux qui, au contraire, s'amusaient à essayer de dégommer leurs potes au passage. Il n'a pas vu l'épisode, attends, je me démonte. C'était un moyen de s'unifier, et surtout, c'était un moyen de transmettre. Les mythes, les sagas, les épopées des dieux et des héros étaient aussi bien des moyens de transmettre des valeurs, d'honneur, de courage, de bravoure, de dévotion, de loyauté, mais aussi des avertissements. Vous connaissez tous le mythe d'Icare, voulu voler trop près du soleil. Attention à votre orgueil, attention à votre ego. Et on enseigne toujours beaucoup mieux par des histoires que par un cours magistral comme ce que le crétin devant vous est en train de faire. C'est pour ça que je mets des blagues au milieu, ça vous réveille. Les récits étaient aussi un grand moyen de savoir un petit peu comment allait le monde. C'est par la science-fiction, le fantastique et la fantasy qu'on va savoir qu'est-ce qu'on espère, de quoi on a peur, de quoi on a envie. Ça a été démontré, alors scientifiquement, source, je l'ai plus, donc source mon cul, mais l'histoire du cinéma montre que dans les moments où ça va, où la population va bien, on cherche des films plus réalistes. Le western a connu son heure de gloire dans les années 50-60. À un moment où certes il y avait la guerre froide, mais on sortait de la guerre, on était les vainqueurs, on se débarrassait du nazisme. Le monde allait bien. Donc on restait très réaliste. Il y avait aussi des films de gangsters. Puis, plus tard, les années 80, il y a la menace de la guerre froide qui est quand même pesante. Donc on va se réfugier un peu plus dans l'imaginaire. On commence à avoir des types qui nous balancent des histoires dans une galaxie lointaine, très lointaine. On va avoir des types qui nous font venir un petit extraterrestre du ciel et qui vont avoir une aventure avec un enfant. Bref, on a besoin de s'émerveiller, on a besoin de changer de monde. Les années 90, la guerre froide est finie, ça va mieux, ça y est, plus de bombes nucléaires qui peuvent nous tomber sur la tronche. La SF, la fantasy, tout ça, bon, c'est relégué au second plan. Et puis viennent les années 2000. Septembre 2001, bref, le moment où tout part en couille. Et là, étonnamment, qu'est-ce qui arrive? Deux mastodontes.
Le Seigneur des Anneaux au cinéma, Harry Potter. Et depuis, vous constatez que qu'est-ce qui fonctionne au cinéma? Les super-héros, la fantasy, la SF, le fantastique. Oui, le monde va mal en ce moment. Très mal. Et donc on a besoin de se réfugier là-dedans. On a besoin de voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas et comment le voir par ces mondes de l'imaginaire. Et enfin, un truc tout simple, auquel on ne pense pas forcément, c'est que l'imaginaire nous donne du sens. C'est parce qu'on arrive à se projeter dans quelque chose de plus grand que nous, une quête épique pour vaincre le mal, le moyen de détruire une société tyrannique, c'est parce qu'on se réfugie là-dedans qu'on trouve du sens à notre vie, qu'on peut se dire, mais moi je veux m'inspirer de ces gens-là, je veux être comme eux, je veux aussi être celui qui agit, qui intervient sur le monde. Donc l'imaginaire nous donne du sens. On raconte le monde avant de le comprendre. C'est aussi un grand moyen, imaginer, c'est domestiquer l'inconnu. On le voit avec les peurs. Chacun des grands genres d'imaginaire est un moyen de lutter contre une des peurs profondes de l'humanité. La fantaisie, c'est la peur du chaos. Là, je vais vous mettre tous devant des contradictions auxquelles vous n'avez jamais pensé. Qui était contre le retour du roi dans le Seigneur des Anneaux? Pour le faire simple, qui était contre le retour d'une monarchie absolue au pouvoir? Personne, hein. La fantaisie, c'est le besoin d'ordre. On est tous royalistes dans une fantaisie. Bon, il y en a certaines qui nous mettent en place quelques républiques, mais globalement, la fantaisie, c'est un système médiéval avec un ordre structuré, simple. Bon, c'est encore mieux quand il y a de l'honneur et de la dévotion, hein. Game of Thrones représente le côté dégueulasse de la monarchie, mais on a besoin d'ordre. On veut lutter contre le chaos, on veut lutter contre les forces humaines qui veulent ravager les structures connues et stables de notre monde. Sauron veut balayer ce qu'il y a sur la Terre du Milieu pour imposer son règne, mais par le chaos. Lewis, Aslan a créé le monde de manière stable et ordonnée pour ne pas qu'il se fasse détruire non plus tous les 4 matins. Le fantastique, lui, ça va être une peur beaucoup plus rationnelle. C'est la peur de la perte de la raison, la perte de l'identité, la perte de l'humanité. Les monstres du fantastique sont des miroirs, justement, de l'humanité corrompue, déformée. Le loup-garou, c'est la bestialité qu'il y a au fond de nous. Le vampire, c'est l'absence de la peur de la mort qui nous pousse à nous laisser aller à tous nos extrêmes. Oui, avant Twilight, le vampire était une créature moche et dégueulasse. Encore une fois, il brillait pas au soleil. Mais il cramait pas non plus. Dracula, il n'avait pas peur du soleil. La SF, c'est la peur de ce que l'humanité pourrait faire. C'est la peur des conséquences des actes de l'humanité. Qu'est-ce qui se passerait si la technologie devenait incontrôlable? Terminator. Qu'est-ce qui se passerait si on allait trop loin dans l'espace? Avec Lovecraft et l'horreur cosmique, c'est qu'est-ce qui se passerait si on se rendait compte qu'on ne représentait rien? Bref, l'imaginaire, c'est un moyen d'exposer nos peurs et de proposer un moyen de s'en rassurer. Lewis disait ceci, c'est une citation que je trouve extrêmement importante. Oui, je raconte des histoires aux enfants de chevaliers qui terrassent les dragons. Parce que le monde extérieur est suffisamment horrible pour qu'on ne bassine pas nos enfants d'histoires horribles. Ils ont besoin d'histoires où ils sauront que le bien peut triompher sur le mal. Ils sauront qu'on peut vaincre le dragon. Alors c'est marrant, je parle du dragon parce que dans la SF, dans la fantasy, le dragon est le monstre primordial, mais dans la SF, ça va être le monstre dérivé de l'humain, créé par l'humain. Et dans le fantastique, ça va être ce monstre qui se cache au milieu de nous. On a le dragon, on a la machine, et on a l'inconnu. Bref, imaginer, c'est se représenter ces peurs profondes de l'humanité pour pouvoir y mettre un nom, une image, et se dire, mais regardez, eux, ils ont réussi. Les personnages, ils ont réussi à vaincre le monstre,
Donc pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? L'imaginaire, c'est aussi un contre-pouvoir. Eh ouais. Aussi puissants que soient nos gouvernements, ils pourront jamais contrôler vos rêves. Bon, jusqu'à ce qu'on invente des puces qu'on vous mette dans le cerveau, mais je déconseille, perso. On a vu ce que ça donnait, hein, les manipulations par les puces. Pareil, la SF a mis en garde ça. Le transhumanisme, le mec qui s'implante des puces et hop là, petit virus informatique dans ta tête. Profite. Et tu vas avoir bien 4 ans continu dans ta tête. Bref, notre imaginaire, notre esprit est le premier des espaces de résistance. C'est le premier moyen qu'on a de ne pas se laisser écraser. Et c'est pour ça que c'est important. Tolkien le disait, comme il est du devoir de tout soldat prisonnier en temps de guerre de chercher à s'évader pour rejoindre son camp, il est du devoir de tout homme de s'évader de notre monde pour ne pas devenir fou. L'imaginaire, la fantaisie, le rêve sont des moyens de quitter l'humanité pour mieux le rester. Rester humain. Parce qu'encore une fois, c'est dans ces mondes qu'on verra des gens de toutes origines, de tout peuple, de toute classe sociale qui vont s'unir pour le bien, pour agir pour une noble cause, pour les autres, pour mettre à bas le monde. Et surtout, on le voit dans tous les genres. La dystopie, c'est l'exemple par exemple. J'ai pris une illustration de Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, qui est un exemple parfait de dystopie. On détruit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans celle-ci? On détruit le rêve. On détruit le livre parce que c'est le seul endroit où on ne pourra pas aller contrôler les gens. Parce que c'est dans vos esprits, c'est dans vos rêves, dans votre imagination que vous êtes les plus libres. La fantaisie, elle, est un autre moyen de résister parce qu'elle fait part de la mémoire. C'est par la fantaisie souvent qu'on va défendre la mémoire d'un peuple. En remettant des sagas, en s'inspirant de mythes anciens, on va pouvoir les faire continuer à vivre. Bon, il y a des puristes comme moi sur les mythologies qui vont râler parce que « Eh, mais ça, c'est pas pareil !» Mais bon, je suis un crétin sur 100 000. Mais justement, on va pouvoir entretenir la mémoire de nos peuples. On va pouvoir, dans la fantaisie, vous envoyer les anciens royaumes qui sont oubliés. Et pourtant, c'est chez eux qu'il faut aller chercher la solution pour vaincre le mal. Là, je vous ai décrit globalement 90% des trucs de fantaisie que vous allez trouver sur le festival. Les miens y compris. La fantaisie est donc vraiment un moyen de mémoire de tous les peuples. Attention, ce que je dis s'applique vraiment à tous les peuples. Je ne suis pas restrictif sur une zone géographique. On peut avoir de la fantaisie de partout, et d'ailleurs je le souhaite. La SF, c'est aussi la critique du progrès aveugle. C'est la critique des dérives qu'on pourrait avoir. Je parlais du transhumanisme comme exemple, mais il y a de tout. La dépendance à la technologie. Un exemple un peu rigolo, mais regardez Wall-E. Ceux qui ont vu le film Wall-E de Disney, les hommes, la dépendance à la technologie, elle est massive. Ils ne sont plus capables de rien faire. Ils ne savent plus ce que sont les choses primordiales. Ils ne se parlent plus. Ils ne parlent que par écran interposé. C'est pas un peu ce qu'on fait depuis longtemps? Bon, là, je vous parle, et surtout pour YouTube, je vous parle par écran interposé. Mais l'idée, c'est aussi de mettre en avant les dérives de nos gestes du quotidien. Bref, raconter, c'est résister, c'est tenir, c'est endurer. Et c'est aussi transmettre. C'est aussi se rappeler, se souvenir. N'oubliez pas, il y a telle chose, il y avait ces légendes qui faisaient vibrer des gens pendant des années et qui aujourd'hui encore peuvent vous faire vibrer. La fantaisie, la science-fiction, le fantastique sont les meilleurs, à mon sens, lorsqu'ils s'ancrent dans une forme d'universalisme. Lorsqu'ils s'adressent à tout le monde, tous autant qu'on est. Je ne cherche pas à faire un truc qui va plaire à une catégorie de personnes. Allez, tu seras mon bouc émissaire, je ne vais pas faire un truc qui va te plaire qu'à toi. Parce que c'est chaud, tu vas t'éclater. Mais tous les autres, ils vont se faire chier. Non, moi je vais faire un truc qui vous plaît à tous. Je vais faire un truc où vous pourrez vous dire, tous autant que vous êtes. Mais moi je veux être comme ce perso-là. Parce qu'il représente des valeurs auxquelles je tiens, parce qu'il représente quelque chose à laquelle je m'identifie, pas seulement parce qu'il a la même coupe de cheveux que moi. Ce serait triste sinon. Vous imaginez, et surtout on est 8 milliards sur Terre.
Vous imaginez le nombre de persos qu'il faudrait par bouquin pour que tout le monde se dise « Ah, chouette, j'y suis ». Non. On s'identifie aux personnages parce qu'on se reconnaît dans leur comportement, dans ce qu'ils défendent et dans leur caractère, mais aussi dans leurs défauts. Raconter, c'est résister et c'est transmettre, c'est unir. Et c'est ça qui est important. Et puis, il y a une volonté derrière. Enfin, une volonté. C'est très complotiste quand je dis ça, mais moi, c'est ce que je ressens. Pourquoi on retire de plus en plus les mythes? Pourquoi on les parodie? Pourquoi on nous explique que ce ne sont que des histoires bonnes à endormir les enfants? Seulement, petite parenthèse, qui d'entre vous, ceux qui ont des enfants, les parents dans l'assistance, qui d'entre vous lit des histoires sans enfants? Bien, oh, il y en a quelques-uns, félicitations, je vous apprécie beaucoup. Qui parmi vous, quand vous étiez petit, avait des parents qui vous lisaient des histoires? Ok, vous avez eu de la chance, même moi, j'en ai pas profité. Mais c'est ça qui est formidable. Lire une histoire, transmettre. Les enfants grandissent avec ce mythe et on en a besoin. Parce que sans mythe, la vérité, le monde, la réalité devient chiant. La société devient une société de gestion où on se contente de vivre le jour en se disant bon bah, allez, métro, boulot, dodo. Alors que quand on rêve, quand on aspire à plus grand, eh ben, on peut agir pour plus. À votre avis, pourquoi il y en a qui s'engagent dans des associations humanitaires? Pourquoi je passe mes hivers... Oui, là, c'est le moment où je me la pète. Pourquoi je passe mes hivers dans un centre d'accueil pour SDF? Ah, pas parce que c'est chiant sur ma journée, mais parce que j'aspire à plus grand, parce que j'ai des héros sur lesquels je m'inspire. Je me dis, mais moi, je veux être comme eux. Je veux être héroïque. Et héroïque, ça ne passe pas en faisant... Il n'y a pas vraiment de dragons à aller massacrer. Ou alors, il y a des cosplayers qui vont m'en vouloir aujourd'hui. Mais être héroïque, ça passe... Je m'inspire de mes héros pour faire encore plus. Sans rêve, il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de truc où on va se dire « Ah, je veux devenir ça ». Et si vous retirez son rêve à Luffy, il ne devient pas roi des pirates, non, il devient comptable. Et il fait que de la compta. Mais donner un rêve à un comptable, il peut s'éclater, hein, je ne dis pas ça contre les comptables, je vous aime pas, mais je vous respecte. Mais avec un rêve, notre vie ne devient pas juste une succession de jours de travail, avec juste la simple attente des vacances. Honnêtement, si vos rêves, c'est juste « Ah, vivement le week-end que j'aille mettre une murge avec les copains », votre vie est triste. Il y a mieux à rêver, il y a mieux à grandir. Les histoires, comme je disais, sont des sources d'inspiration, sont là pour nous motiver. Pourquoi je me suis engagé pour faire de l'humanitaire, de l'aide aux personnes démunies? Parce que je veux être un héros. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut être. Choisissez si vous voulez être de simples citoyens ou devenir des héros du quotidien. Et l'héroïsme, encore une fois, c'est pas aller tuer des dragons. Un exemple tout simple, je vais terrifier ceux qui ont peur des aiguilles, le don du sang. C'est l'un des actes les plus héroïques qu'on peut faire facilement. Un don désintéressé à une personne que vous ne connaîtrez jamais. Qui parmi vous n'est pas d'accord que c'est un acte héroïque? Bien. Et surtout, le fait de réduire ce mythe, le fait de réduire ces histoires à de simples petits divertissements, comme ce qu'on vous vend. Hein. Aujourd'hui, honnêtement, je vais cracher sur le truc qu'on fait aujourd'hui, mais ce que font les gros majors, Amazon, tout ça, c'est du divertissement. Ils ne saisissent pas l'essence du mythe. On vous vend de la fantaisie comme un banal truc que vous devez oublier juste après. Non! Rêvez grand! Demandez des histoires qui vous fassent grandir, qui vous donnent envie de vous élever. Demandez des histoires qui vous transportent, qui vous donnent envie de vous battre et de vous lever et de vous dire « Putain, ce mec, il est génial, je vais être l'incarnation de ce mec sur cette terre ». C'est à ça que ça sert le mythe. On croyait aux dieux, pas forcément pour se dire « Oh là là, pitié qu'il n'y ait pas un éclair qui me tombe sur la tête ». Non! Les dieux sont des sources d'inspiration. Je veux être aussi fort que ne l'était Thor. Je veux être aussi sage que ne l'a été Athéna. Soyez plus grand que ce que vous êtes. Arrêtez de croire que rêver, c'est pour les enfants. Aujourd'hui, il y a un truc qui m'énerve profondément dans notre société. C'est que on nous dit que le rêve, ouais, c'est bien, c'est rigolo, mais bon, sois sérieux 2 minutes.
Non, 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 c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce qu'on vous vend le rêve comme un truc d'enfant, un truc d'idiot, ouais, ça sert à rien. Non, 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 c'est en rêvant qu'on peut devenir quelque chose de plus grand. C'est en rêvant qu'on va dépasser nos peurs. C'est en rêvant qu'on va oser affronter nos monstres. Que ce soit nos démons intérieurs, ou alors les trucs qui nous font flipper le matin. Si je ne rêve pas, si je n'ai pas cette inspiration de me battre contre mes peurs, j'oserais jamais dire à mon patron abusif, allez, je me casse. J'oserais jamais dire à ceux qui me harcèlent, je vais résister. Pourquoi le harcèlement grandit à votre avis? Parce qu'on ne vend plus de rêves. On ne vend plus de rêves, on n'enseigne plus aux gens à se battre parce que l'idéal, regardez, si je vous parle d'idéal chevaleresque, combien vont me rire René? Moi je vous jure, si je vais le faire dans la rue, je me fais humilier. Mais justement, parce qu'on a réduit ça au ridicule. On ne donne plus l'envie de résister. Juste de se tasser sur soi-même parce que, non mais vous comprenez, les chevaliers c'est pour les enfants. Moi je veux pas être un enfant. Mais merde, soyez de grands enfants. Le cynisme aussi. Là je vais gueuler, il y a plein de youtubeurs qui vont pouvoir m'en vouloir et faire des vidéos critiques, mais je m'en fous. Tous ceux qui vous disent « Ouais, mais en fait, le méchant, il avait quand même un peu raison. Le Joker, il est trop malin. Thanos, il avait raison. » Non! Ils justifient leur pulsion meurtrière derrière des faux idéaux. Et c'est ce cynisme aussi, c'est toujours se dire « Ouais, mais tu comprends, moi je suis plus évolué. Je vois que le héros, c'est un truc d'enfant, donc je me remets en question. » C'est bien, c'est confortable le cynisme. C'est confortable, mais c'est lâche. C'est de se dire non, je ne vais pas me battre pour ce en quoi je crois. Je ne vais pas me battre pour faire en sorte que ce monde qui est le mien, sur lequel j'existe concrètement, devienne meilleur. Parce que tu comprends, non mais on peut rien faire. Je peux pas agir à mon échelle, je suis trop petit, trop faible. Non. Ouais, l'imaginaire, c'est dans l'enfance qu'on le développe. Mais c'est quand on est adulte que l'imaginaire devient notre plus grande arme. L'imaginaire, c'est la fuite. Non. L'imaginaire, c'est puiser des sources d'inspiration, se revigorer. C'est comprendre qu'on peut enfin agir et trouver des méthodes qui vont marcher. Bon, alors attention, encore une fois, prendre une épée pour aller jeter un anneau dans un volcan ne résoudra peut-être pas la crise économique en France. Mais trouver des alliés, s'entraider, réussir à dépasser nos peurs, nos différences, pour comprendre que, merde, ensemble, on peut survivre. Le truc le plus évident de la fantaisie, c'est quand même que le mal n'est que temporaire. Tolkien le disait, le mal n'est que temporaire, il finit toujours par s'effacer face au bien. C'est grâce à la fantaisie que je me dis que la vie est pas si pourrie, que je vais pas juste crever parce que l'économie va mal. Non! Parce que j'ai ces histoires, parce que j'ai ces héros, parce que j'ai ces mondes où finalement le bien finit par triompher, que je peux tenir un jour de plus. Et pas forcément pour moi. Je m'inscris dans quelque chose de plus grand. Donc je me dis que ça pourrait être pour mes enfants, les enfants de mon voisin, mes petits-enfants, les générations à venir. Si on arrête tous de se battre aujourd'hui, c'est sûr que demain ne sera pas mieux. L'imaginaire, c'est le divertissement. Ah oui, c'est facile de réduire l'imaginaire à ça. C'est un bon moyen de le mettre de côté en disant non, ben, encore une fois, c'est pas sérieux. Oui, c'est un divertissement. Oui, à la base, ça sert encore une fois à s'évader de la réalité. Mais ça sert aussi à façonner qui on est, ce en quoi on croit et ce pourquoi on se bat. Il y a quelque chose qui aussi pour moi est extrêmement important. Alors, je vais dire des gros mots pour certains, mais écoutez-moi avant de me jeter les tomates. L'imaginaire a une autre vocation. Contrairement à ce qu'on nous produit en masse aujourd'hui, l'imaginaire, c'est aussi la mise en avant de quelque chose de sacré. J'en parle depuis tout à l'heure, je parle de la lutte du bien contre le mal, je parle de grandes valeurs, de noblesse, d'honneur, de courage, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui s'imprime parce qu'on a une vision un peu sacrée de certaines choses. On a tous des choses qui nous sont sacrées, que ce soit le chocolat pour certains ou la grandeur d'âme pour d'autres.
L'idée, c'est pas de parler de religion. Non, non, je suis pas là pour faire un prêche, je ne suis pas là pour vous convertir, l'église est à côté. Non, l'idée, c'est de remettre de la profondeur dans les œuvres et de retrouver de la profondeur en nos vies. C'est parce qu'il n'y a pas de sens à nos vies que nos vies nous paraissent ternes. C'est parce qu'on ne retrouve pas de beauté dans le monde, d'enchantement, que celui-ci nous donne l'impression de ne plus avoir de saveur. Après tout, là je vais vous tirer dessus directement, mais je me tire aussi dessus, donc je m'inclus dans l'eau. Pourquoi on est là? Pourquoi on est au Festival Yggdrasil, ce merveilleux et magnifique festival? Parce qu'on sort de notre monde, parce qu'il nous remet un peu d'enchantement et de saveur dans notre vie. On voit de la couleur, on voit du bonheur. C'est ce qu'on se disait avec d'autres exposants. Hier, vous aviez la banane. On vous voyait tous avec de grands sourires. Et on se disait, putain, ça fait plaisir. Et nous aussi, ça nous donne le sourire. Voir des gens heureux, ça rend les gens heureux. Cercle vertueux. Il y a une chose aussi qui est quand même importante. Et là, pareil, les gens vont me dire, ah, mais tu réduis. Non, non, non. L'imaginaire donne des archétypes. Alors oui, les archétypes, c'est des fondations pour comprendre une histoire, un personnage, une situation. Mais tout bâtiment n'est solide que parce qu'il a de bonnes fondations. Si on balaye sans arrêt les fondations, si on les oublie, si on ne les met pas, il n'y a rien qui peut se construire. Notre imaginaire a besoin de fondations solides et donc a besoin d'archétypes pour qu'on puisse s'y retrouver. Pourquoi on apprécie une histoire? Parce qu'elle reprend des codes qui nous sont familiers, mais qu'elle va la raconter différemment. Je prends un exemple, mes propres histoires. Je peux vous en dire, il y en a deux, c'est pas difficile, on retrouve des mythes classiques. Il y en a une, c'est une réinterprétation du voyage vers l'Occident, mythe chinois du XVIe siècle, et une autre, c'est une réinterprétation du mythe d'Héraclès. Il n'y a rien d'original, mais c'est raconté à ma manière, ça utilise des archétypes que vous connaissez pour vous raconter une nouvelle histoire, une nouvelle version de cette histoire, qui fera à nouveau grandir votre imaginaire. Un plat est bon parce que vous utilisez de bons ingrédients à la base. Pas parce que vous allez inventer quelque chose de tout neuf. Non, vous vous basez sur une recette archétypale, un gratin. Quel que soit le gratin que vous faites un gratin. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je veux vraiment insister, comme le disait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Socrate ou Platon ou Aristote, je confonds toujours les trois, désolé. Je suis pas prof de philo. Ils avançaient une chose, c'est qu'il fallait toujours agir pour le bon, le beau et le grand. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que la fantaisie met en avant. On suit les héros, ce sont les personnages auxquels on est censé s'attacher. Ils œuvrent pour plus grand, plus beau et meilleur, plus bon qu'eux. Ils veulent quelque chose de plus pour eux et pour ceux qui les entourent. Et de manière désintéressée. Encore une fois, vraiment, le beau, le bon et le grand sont des notions un peu floues, mais qui cherchent à élever l'humanité. Parce que c'est ça, après tout, être un héros. Un héros, c'est pas forcément aller sauver le monde, comme notre cher Aaron Jones quand il est en Captain America. Ouais, je cafte complètement. Je me suis fait cafeter tout à l'heure, tu me prends. Non, pas toi, mais la conférence précédente, ils m'ont bazardé. Donc, fais le suivant. Restez, il est super sympa. Les héros, l'héroïsme, c'est chercher à s'élever et à emmener les autres avec soi. On se motive à faire du sport pour devenir meilleur, pour être en meilleure forme, en meilleure santé. Eh bien, si je peux l'être et en même temps vous dire à vous tous ici présents, allez, on fait le voyage ensemble, ce sera plus sympa. Un dicton que j'aime beaucoup qui le dit, seul on avance plus vite, à plusieurs on avance plus loin. Et ça, c'est la notion même de l'héroïsme. Les héros n'agissent pas pour eux-mêmes, ils agissent pour les autres, pour grandir et faire grandir. Rêvez grand, mes amis. Rêvez grand, visez grand, visez les sommets et tracez un chemin pour ceux qui vous suivront. Si je suis vraiment doué, c'est vraiment la dernière slide. Et donc je dis rien. Yes, ça, j'ai rien oublié. Je vous remercie tous pour votre attention, pour votre temps. Je vais laisser la place très vite. Est-ce que j'ai le temps pour quelques questions ou pas? Allez, on a le droit à une ou deux questions. Sinon,
Vous pourrez vous retrouver sur mon stand P213, donc dans la diagonale de la taverne du Dragon qui fume, si vous voulez venir discuter, découvrir mon travail. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube un peu moins parce que j'y publie pas beaucoup. Mais si vous voulez discuter, ce sera avec grand plaisir. On a le temps pour 2 questions vite fait. Alors monsieur, voilà. C'est bon, il y a le micro qui arrive. Bonjour. Vous avez parlé de la fantaisie et il y a quelques auteurs français qu'on connaît, mais les fondamentaux, c'est surtout des auteurs anglo-saxons apparemment. Comment tu expliques que la fantaisie se soit surtout développée à la base dans le monde anglo-saxon plutôt que le monde latin ou slave par exemple? Ah ça c'est une très bonne question, très très bonne question. En fait, je pense que c'est un truc un peu culturel. Et je vais devoir un peu tacler nos amis français pour ça. C'est que en France, on a une approche très classique. On a des codes culturels qui sont très rigides et il est très difficile de les faire bouger. Il suffit de voir encore le traitement. Propose à TF1, France 3, Canal+, tout ça, de faire un film de fantasy ou de science-fiction, ils vont te regarder avec de gros yeux en disant non mais attends, c'est pour les gosses. Alors que le monde anglo-saxon était beaucoup plus ouvert à cela. De plus, pour Tolkien par exemple, Tolkien et Lewis étaient des professeurs à l'université d'Oxford. Donc ils avaient de base un bagage, une présence qui leur imposait un peu plus de crédibilité. En France, Jules Verne, il a fait son œuvre, mais Jules Verne est resté un petit peu marginal, il est resté un peu dans son coin, il était seul. Le monde anglo-saxon est plus ouvert sur cette question-là. Une dernière question très rapidement, s'il y en a pas... Ah, madame, mademoiselle, je ne sais pas. Pas vu d'annonce. Moi, c'est plus par rapport à ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est pas lié aussi justement aux mythes qu'on a? Moi, je suis bretonne, et par exemple en Bretagne, on a énormément de mythes qui sont présents de tous les enfants, on les entend, en fait, les histoires. Ici, par exemple sur Lyon, je n'entends pas beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'on a moins de mythes? Non, ça je pense pas, parce que des mythes, il y en a des centaines et des milliers partout. Pour travailler sur le sujet, je peux vous le garantir, je peux vous faire un tour de Lyon, je ferai quelques recherches avant, mais je peux vous faire un tour de Lyon de 5 heures où je vous présente que des mythes différents. Mais des mythes aussi que vous pourrez retrouver ailleurs. Rien que Lyon. Lyon, à la base, le nom, c'est Lugdunum, la ville de Lug. Lug, dieu celte. Les Celtes, c'est des Bretons. C'est à l'époque où les Bretons étaient vraiment partout avant de se réfugier en Bretagne. Bref, non, c'est pas vraiment une question de proximité des mythes. C'est vraiment, je pense, plus une question de mentalité. Une question de se dire, ah, nous, on est plus ouvert sur cette question-là, ou nous, on est plus classique. Mais rassurez-vous, les choses changent au fur et à mesure. Il suffit de voir le nombre d'auteurs français, de fantasy, de sortes de fantastique que vous avez sur le festival. On commence à être très nombreux. Je vous remercie encore pour votre attention, pour votre temps. N'hésitez pas, on a notre super Anne Jones qui passe juste après. Je suis désolé, je ne sais pas le nom, j'ai une mémoire de nom qui est pourrie. Lily on the Moon. Lily on the Moon qui sera également présente, donc n'hésitez pas à rester. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout un excellent festival. Et n'oubliez pas, rêvez grand. Un énorme merci à notre très cher conférencier. N'hésitez